mais en tout cas, on verra le résultat plus tard. Donc, rebonjour. Donc, les externalités, la question 7, nous avons défini l'externalité comme une situation dans laquelle le comportement d'un acteur interfère de manière positive ou négative avec le comportement d'un autre. On peut parler d'externalité positive, d'externalité négative. On peut parler d'externalité de production versus des externalités de consommation. Donc, rappelez-vous la petite matrice que je vous ai présentée. Externalité positive de consommation et de production, externalité négative de production et de consommation. Et c'est des situations qu'on a illustrées par des exemples, comme le vaccin, les études, la pollution, le décrochage scolaire, l'éducation, etc. La notion est majeure parce qu'en mesure de rendement des politiques publiques, l'externalité perturbe la valeur des choses, perturbe les prix et fait en sorte que les prix du marché ne sont pas les prix qui reflètent la valeur. Donc on n'a pas nécessairement le bon message. Donc le gouvernement intervient pour internaliser, ou la collectivité, je veux dire ça peut être même la famille. Vous savez, je veux dire quand vous parlez d'externalité, vous avez un frère ou un fils ou une fille qui délinque ou qui parfois vous allez internaliser ces externalités. Vous allez lui dire la prochaine fois tu feras comme ça, voilà je te montre, etc. Et puis je t'enlève ton téléphone, je t'enlève ta tablette et puis en attendant que tu te corriges. Je ne sais pas comment vous internalisez les externalités de vos enfants, mais quelles sont les règles? Je veux dire, c'est une notion économique, c'est un concept, mais l'idée c'est de corriger, optimiser, faire en sorte qu'une situation, je dirais déplaisante, soit contrée et une situation plaisante soit renforcée. Ça, si on parle de de nos choix à l'intérieur de notre cellule familiale. Pour l'économie, c'est des externalités négatives, des externalités positives, production-consommation. Les gouvernements veulent les corriger. Les façons de le faire, c'est des incitatifs, donc des taxes sur la malbouffe, sur la cigarette, sur l'essence qui pollue, ou encore des crédits d'impôt ou des subventions ou des incitatifs, des formations, etc., pour faire en sorte que le comportement négatif soit contré et les comportements positifs soient optimisés. La notion des externalités est essentielle dans la mesure des coûts-bénéfices. Et c'est une notion complexe parce que c'est vraiment le concept qui nous permet d'aller chercher les effets indirects, les effets induits d'un programme. On n'ira pas chercher les effets indirects quand le marché fonctionne bien. Pour les effets d'un programme sur, je ne sais pas moi, sur les quantités de tomates échangées, c'est à négliger, parce que les tomates, ce n'est pas un secteur à externalité. C'est un secteur qui est concurrentiel, et donc, ultimement, ce n'est pas là qu'on va corriger. Mais on va corriger au niveau des externalités. On va corriger au niveau, par exemple, des méfaits que fait le barrage ou le pipeline énergie Est sur la flore et la faune. Donc, la notion de l'externalité, c'est une notion stratégique et qui doit être regardée avec intérêt. Pourquoi regarder avec intérêt? Parce que c'est une situation problématique et que les externalités opèrent souvent dans des marchés imparfaits où le bénéfice marginal et le coût marginal ne sont pas équivalents. Par contre, l'impact d'un projet sur le volume de papier consommé, c'est à négliger.
parce que ce n'est pas un secteur à externalité. Donc ça, c'est un point, je dirais, compliqué dans le cours. Mais c'est vraiment le point à retenir le plus important. C'est une question majeure pour ça. Évidemment, on a parlé dans le graphique d'écrire les implications. On en a un peu parlé des taxes. Des fois, les taxes qui sont peut-être mal calibrées ou encore qui ciblent des biens et services qui sont élastiques, ça peut faire des dégâts, des effets indirects dans l'économie. Donc on a parlé de la charge morte en fonction de la taxe. Pour des biens élastiques, de consommation, une demande élastique ou une offre élastique, le surplus risque d'être plus important que lorsque la demande ou l'offre est inélastique. Évidemment, le problème qu'on a, c'est le calibrage de la taxe et un peu son opérationnalisation pour aller viser, je dirais, le comportement, et rien que le comportement incriminé. Parce que le marché peut dispatcher la taxe autrement. Et qu'on visait les producteurs pollueurs avec une taxe sur la pollution, malheureusement pour nous, l'acier, a une demande élastique. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient de briser l'industrie de l'acier chez nous. Les gens vont se dire, moi, je ne veux plus utiliser l'acier, je vais revenir au bois pour construire les maisons. Donc, c'est là où il faut, je dirais, montrer que vous avez saisi les choses. Voilà, je veux dire, c'est sûr que vous revenez peut-être à la séance 4, 5, 6, c'est là où on a traité de ces éléments-là. Évidemment, vous feuilletez les acétates, vous avez un peu le matériel nécessaire. Mais l'idée à retenir, oui, les externalités constituent un concept majeur dans la mesure du rendement et c'est un peu le nerf de la guerre. C'est vraiment ça qui est derrière les dépenses fiscales là, du gouvernement de Québec. Là. On a à peu près 100 milliards cette année, le budget. Il y a 10 milliards en dette, là, en service de la dette, mais les 90 autres, c'est pour corriger des externalités, soigner le monde, envoyer les enfants et les adultes à l'école, faire de l'emploi, offrir des services sociaux. Le gouvernement n'intervient pas dans le marché qui fonctionne bien. Le gouvernement intervient pour les biens publics, les externalités. Il fait les routes, ça c'est des biens publics. Mais il intervient pour soigner, éduquer, lutter contre la pollution, préserver l'environnement, tous ces éléments-là. Donc, évidemment, ce que je dis là, ça ne peut pas couvrir tout ce qu'on a vu. Mais je veux dire, je rafraîchis la mémoire, je fais une synthèse, mais je m'attends à ce que dans vos copies, il y ait un peu plus, je dirais, de touches personnelles, et puis peut-être une synthèse, je dirais, qui raffine un peu ce que je dis. Mais l'essentiel vient de ce que j'avance, évidemment, comme idée maîtresse ou comme... à propos, le film, il va être loué à $15 pour le voir, là. Que vous n'allez pas pouvoir enregistrer le film. Vous allez payer à chaque fois $15 la location. Parce que j'imagine que certains d'entre vous, là, s'ils se disent, bon, je vais le réécouter. Et non, mais idéalement, c'est pas le but de l'exercice. Moi, si je suis là, c'est parce que j'aime faire ça, et j'aime aussi
sentir que chez vous, là, il y a aussi des éléments qui s'ajoutent et qui montrent un peu votre valorisation ou capacité à absorber, mais aussi à restituer. Montrer que, par exemple, tout ce qu'on a dit sur les externalités n'est pas perdu. Là, Je continue. L'exercice numéro 9, c'est un exercice simple qui s'appuie sur des formules simples, qui s'appuie sur l'idée de la formule de la perpétuité. Donc, perpétuité ou annuité sur R pour mesurer la valeur actuelle. Dépendamment s'il y a un coût des investissements initiaux où il faut leur donner la place qui leur revient, voir en quelque sorte le taux d'actualisation, qu'est-ce qui fait changer, et donc c'est du calcul mental pratiquement. C'est du calcul mental qui nous amène à avoir des proxys qui méritent d'être, retenus pour aller très vite dans... vous vous rappelez de la formule 72, la règle de 72, c'est une règle qui nous permet d'estimer, par exemple, la durée du temps qui permet à un investissement de passer du simple au double, ou encore d'estimer le taux d'intérêt qui permet de doubler un investissement. Vous vous rappelez de ça? J'espère pour vous. Donc, je vais passer au surplus. Donc, vous avez dans l'exercice 10 une fonction de production qui est une fonction une fonction de demande, une fonction d'offre. Je vous demande de calculer, ça ne va pas être la même, je vous demande de calculer le prix et la quantité d'équilibre. Donc, si un gouvernement vient corriger l'offre ou la demande pour la changer, je vous demande de calculer le nouveau couple d'équilibre, le prix et la quantité d'équilibre, et de nous, de nous faire les différences pouvant exister entre ces deux situations. Est-ce que c'est d'accord? Je pense que personne n'a des difficultés pour faire une équation y est égal à x plus b, y1 qui est égal à dx ou moins dx plus z, et de faire l'égalité pour trouver où ces deux droites se rencontrent. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Je pense que c'est revenir à l'exercice, et puis je veux dire, ceux et celles qui ont fait un tant soit peu de mathématiques sont capables de manipuler ça. L'évaluation contingente, donc on avait parlé de la variation équivalente et la variation compensée. La variation compensée, c'est de passer de la situation sans projet à la situation avec projet. Donc la situation statico, donc demandez aux gens qui sont pour quel est le montant maximum que vous êtes prêt à payer. Demandez au contre quels sont le montant minimum que vous êtes prêt à accepter pour tolérer le projet. La variation équivalente, c'est passer du projet, la situation du projet, au statu quo. Donc on renverse quel est le minimum, le montant minimum que vous acceptez pour renoncer au projet, et quel est le montant maximum que vous accepteriez pour
tolérer le projet. Donc vous avez ces questions-là. Je ne veux pas revenir à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on tient compte du nombre d'adeptes, du nombre d'opposants, et l'idée étant de formuler ces questions en disant comment cela peut se dérouler, et évidemment qu'est-ce qui fait que la variation équivalente peut être différente de la variation compensée. Donc c'est le paradoxe de Kaitovsky qui nous dit que variation équivalente et variation compensée peuvent donner des résultats différents. Ça veut dire qu'ils seront comme comme en contradiction l'un avec l'autre, et le test va probablement être ambigu et non concluant pour tolérer ou pour renoncer au projet. Vous êtes d'accord? La variation équivalente peut être différente de la variation compensée, différente évidemment, parce que là on cherche de la variation du surplus, on cherche la variation du surplus du consommateur. Le test donc est négatif quand on mesure quand on applique cette technique pour des biens qui sont sensibles à la richesse, c'est-à-dire pour des biens dont l'élasticité revenu est différente de zéro. Ça veut dire qu'elle est positive ou négative. Je veux dire, si c'est des biens de luxe, si c'est des biens inférieurs, les gens vont réagir différemment. Donc ça, c'est une préoccupation majeure. Il va falloir donc faire attention pour interpréter la différence dans les résultats et pourquoi variation équivalente peut ne pas donner la même chose que la variation compensée. Donc là, faites cet exercice et faites l'exercice du TP4, et c'est une application directe des acétates. C'est le graphique. Évidemment, l'élasticité de la demande, je l'ai touché. L'élasticité de la demande mesure évidemment la sensibilité au prix ou encore au revenu. Dans ce cas-là, on parle de l'élasticité demande de prix. Ça veut dire quoi? L'élasticité, c'est un rapport entre deux variations relatives. Évidemment, la variation relative dans le dénominateur constitue un peu le déclencheur pour tester la variation relative du quantum dans le numérateur. Donc, mesurer l'élasticité de demande de prix, c'est estimer le pourcentage de variation de la demande suite à un point de pourcentage de variation des prix. Donc, c'est un test qu'on prend souvent en valeur absolue parce que pour les biens normaux, généralement, pour les biens donc obéissant à la loi de la demande, quand le prix augmente, la demande baisse et vice-versa. Donc, c'est des éléments intéressants qui nous intéressent particulièrement quand on applique une taxe ou quand on applique un crédit d'impôt ou quand on applique une politique de tarification, je veux dire un prix plancher ou un prix minimum. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça mesure notre capacité à gérer ou à réagir positivement ou négativement
suite à la variation des prix. Donc, quand l'élasticité est proche de zéro, ça veut dire que notre demande, elle est, quand l'élasticité est proche de zéro, l'élasticité prix est inélastique. Ça veut dire qu'on n'a pas d'alternative, on n'a pas de produit substitut, et c'est un bien qu'on ne peut pas s'en passer. Mais plus elle est importante, plus notre capacité à s'en sortir ou à éviter les impacts de la variation de prix. Et écoutez, la batterie me lâche, donc je vais m'arrêter là et trouver une solution.